Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Bon matin Mélissa! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud. Et on a choisi une invitée spéciale, je vais vous la dévoiler dans quelques secondes, qui est la spécialiste du plaisir. Alors, on va parler d'un aspect important dans l'alimentation, tellement important que je pense que vous l'avez deviné, pourquoi on l'a même mis dans le nom de l'émission de notre podcast. Alors, on va vous parler de l'importance de manger avec plaisir. La satisfaction et le plaisir de manger favorisent des comportements sains. Et pour aller plus loin, nous avons invité une consoeur nutritionniste qui maîtrise très bien le thème de plaisir alimentaire et qui est une pionnière en alimentation intuitive au Québec, notre collègue Karine Gravel, nutritionniste et auteure du livre De la culture des diètes à l'alimentation intuitive qui a été publié le 8 septembre dernier. Bonjour Karine et bienvenue à notre podcast. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir parler de ce sujet avec toi aujourd'hui. Bien, bonjour Cosette, bonjour Mélissa. Bonjour. Merci beaucoup pour cette belle invitation. Puis c'est la première fois qu'on m'invite à parler des plaisirs alimentaires et je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, je vais en faire un pareil, mais ça me fait plaisir. Ben, nous également. Exactement. Écoute, pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de toi? Oui, bien sûr. Donc, officiellement, je suis nutritionniste et docteur en nutrition. J'ai fait mes études à l'Université Laval. Et comme Cosette l'a mentionné, je suis maintenant autrice depuis presque 2 mois. Donc, et peut-être ce qui me caractérise, c'est qu'avant la nutrition, j'ai complété 2 formations collégiales en art, donc en art plastique puis en métier d'art. Dans une ancienne vie, j'étais céramiste, alors peut-être que je m'y remettrai un petit peu, là, ça demeure dans la cuisine. Et la créativité fait partie de moi, là, c'est comme un petit moteur à l'intérieur, puis c'est dans ma façon d'aborder les choses. Là, présentement, je crée plus d'objets, mais je le fais dans l'écriture, en fait. C'est ça qui me fait du bien. Puis, sinon, là, je travaille en clinique avec une clientèle adulte. Et puis moi, mes services, là, c'est surtout en lien avec les comportements alimentaires, la relation avec la nourriture et l'alimentation intuitive. Puis je suis aussi inspectrice à l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Mm-hmm. Wow! Un beau CV. Oui. Avant d'embarquer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu plus de ton bébé, de ton livre Oui. et de ce qui t'a amené à vouloir publier ce magnifique ouvrage? Oui, merci de me permettre d'en parler. Puis c'est vrai que c'est un bébé. Hein. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais je pense que quand on a un bébé, on a envie d'en parler tout le temps. Donc, quand on me demande de parler de mon livre, ça me fait plaisir. Donc, un peu comme pour mon blog, j'ai écrit un livre que j'aimerais lire, en fait. J'invite les lectrices et les lecteurs à venir faire un voyage. J'appelle ça un voyage dans ma tête. Moi, je suis une personne qui est solitaire. Là, j'analyse toujours tout. J'ai plein d'idées. Donc, c'est pour ça que dans mon livre, il y a des souvenirs, des anecdotes, des pensées. Il y a aussi des références scientifiques, mais je vais les raconter, ces études-là, pourquoi je les aime. Tu sais, j'essaie d'humaniser un petit peu la recherche scientifique. Puis, bien sûr, là, je parle de différents sujets, là, la culture des diètes, mais aussi notre perception des aliments, de l'activité physique. J'aborde la grossophobie, l'image corporelle aussi. Donc, c'est pas une recette toute prête, c'est pas des recommandations, mais c'est surtout des réflexions pour qu'on puisse peut-être remettre en question
la relation qu'on entretient avec la nourriture, puis avec soi-même aussi. Tu sais, dans notre société, je trouve tellement que c'est fréquent qu'on se trouve inadéquate. Je le mets au féminin, là, mais ça pourrait être inadéquat aussi. Tu sais, on dirait que on apprend à vouloir se changer tout le temps, on n'est pas correct, tu sais, puis on peut passer sa vie comme ça. Puis ça, je pense que ça a vraiment été ce qui m'a animée là, vraiment à écrire ce livre-là. Puis j'aimerais ça qu'on remette en question la culture des diètes aussi, puis qu'on apprenne à se faire davantage confiance. Ça, ce serait vraiment super. Et dans la forme, là, c'est 60 petits chapitres, des petites histoires, parce que moi, personnellement, j'ai pas des heures et des heures consécutives pour lire un livre. Souvent, je m'endors dedans. Puis là, le lendemain, je ne sais plus où je suis rendue. C'est comme ça pour vous autres aussi. Ah oui, la même chose pour moi aussi. Donc, des petits chapitres comme ça, je trouve que ça se lit bien. Puis des fois, on dit « Ah, j'ai encore le temps d'en lire un autre. » Puis là, ben, on sait où on est rendu. Là. Donc, il y a vraiment un aspect pratique là, de ce côté-là. Ah oui, tellement. Oui, exactement. Puis moi, quand je l'ai lu, je pense que tu l'as bien décrit parce que moi, j'avais hâte, là, je l'avais vu ton livre qui s'en venait, puis le 8 au matin, j'étais à la librairie, j'étais allée le chercher. Puis tu sais, c'est le genre de livre, un peu comme les livres de Marie-Michel Ricard là, qu'on a reçus dans d'autres podcasts, que je recommande avant même leur sortie, avant de les avoir lus, parce que je le sais que ça peut juste être bon et bénéfique. Et tu l'as dit, l'avantage du livre, c'est les petites histoires. Moi, tu sais, des fois, on est en train de préparer le souper, j'ai un petit peu de temps, puis là, des fois, on s'en va perdre notre temps sur Internet, mais quand j'étais en train de lire ton livre, ben, au lieu d'aller perdre mon temps sur les réseaux sociaux, tiens, justement, j'ai le temps d'aller écouter une petite histoire, j'ai le temps d'aller lire un chapitre, 2 chapitres, puis tu l'as dit, c'est des petites réflexions, puis moi, tu sais, je travaille avec les parents, j'ai encore quelques clients adultes, même si je me concentre principalement sur les enfants. Mais quand je parle de ton livre, je le dis, c'est un livre qui fait du bien parce que chaque petite réflexion nous ramène nous-mêmes. Tu sais, comme tu l'as dit, là, tu ramènes à des histoires que toi-même tu as vécues. Tu parles de ta mère aussi, certaines expériences. Les études, la science est là dans le livre, elle est partout, mais c'est pas lourd, ça se lit vraiment. C'est vraiment un super de beau livre qui fait du bien. C'est pas comme tu l'as dit, c'est pas une recette non plus comment appliquer l'alimentation intuitive, mais c'est si vous avez envie de changer un petit peu votre relation avec, comme tu l'as dit, avec nous, avec les aliments. Puis je pense que pour le parent, ça peut être très bénéfique justement pour ensuite devenir le modèle pour ses enfants. Fait que c'est sûr que le livre, puis comme on l'a dit, moi quand j'ai lu le chapitre sur les plaisirs alimentaires, c'est là que j'ai fait c'est avec ça qu'on va jaser avec Karine parce que c'est tellement beau puis c'est tellement important de l'expliquer. Puis c'est justement ce qu'on voulait discuter avec toi. Comment est-ce que le plaisir alimentaire, justement, là, le fait de le mettre de l'avant, parce que c'est quelque chose qui fait peur, là, autant aux parents qu'aux adultes, là, mais quand on dit, mais c'est important que vous ayez du plaisir, c'est important que votre enfant ait du plaisir à se joindre à table, à venir à table avec vous, mais ait du plaisir aussi à manger, à découvrir les aliments. Mais on dirait que ça fait peur parce que quand on dit, ben là, si je me fais plaisir, ça veut dire qu'automatiquement, peut-être que je laisse de côté la qualité nutritionnelle. Est-ce que ça veut dire aussi, ben là, je m'écoute plus et je vais manger, je me fais plaisir, ça veut dire que je vais manger, tu sais, par compulsion ou je vais manger plus que ce que je devrais manger. Ça fait peur aux gens, puis ça devrait être la base de notre alimentation. Nous, on le répète, puis c'est pas pour rien que c'est dans le titre de notre podcast parce que c'est la base pour justement retrouver une relation saine. Donc, en quoi ça affecte les comportements alimentaires, puis la relation là, qu'on peut développer avec la nourriture dès la plus tendre enfance. Là. Mais je veux te dire que je suis d'accord avec toi, puis je te remercie beaucoup pour tes bons mots à l'égard de mon livre. Je t'écoute et je savoure. Je l'adore, il fallait que je te le dise. Donc, en lien avec les données scientifiques là, par rapport au plaisir, tu sais, puis la quantité d'aliments, ce qu'on sait, c'est que le plaisir alimentaire peut augmenter la consommation d'aliments s'il y a une plus grande variété alimentaire. Dans les études, là, ça va être souvent un buffet là, où les gens vont servir puis on va mesurer la consommation alimentaire. Ça peut augmenter. Par contre, il faut faire attention dans ces études-là. On va mesurer un repas dans la journée. Peut-être qu'une personne mange un peu plus au buffet, puis le reste du temps, elle va s'ajuster, puis peut-être qu'elle va manger un peu moins. Ça, on ne le sait pas. Puis, si les aliments sont disponibles aussi, par exemple, qu'est-ce qu'il y a sur la table, sur le comptoir, on le voit. Donc, on va être plus porté à le consommer à ce moment-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est démontré. Puis, dans ma pratique clinique,
je vais guider souvent mes clientes et mes clients à découvrir ou à redécouvrir le plaisir de manger. Puis un des avantages principaux que je vois, c'est pour faciliter l'écoute de nos sensations d'appétit. Par exemple, si je mange quand je ressens une faim modérée, comparativement à si j'ai pas faim, je vais ressentir beaucoup plus de plaisir. C'est le fun de combler ma faim. C'est un plaisir physiologique, biologique. Puis j'allais dire quand on goûte à ça, je fais encore des jeux de mots ce matin. Ben en fait, on a moins envie de manger quand on n'a pas faim. C'est moins le fun. Tu sais, on ressent moins de satisfaction. Puis ça peut nous aider pour le rassasiement aussi parce que au cours du repas, notre plaisir va diminuer. Ça se peut que vers la fin du repas, on ressente ce que j'appelle un désintéressement. Tu sais, on mange comme c'est un geste. En fait, on est en train de terminer le contenu de notre assiette, mais on ressent beaucoup moins de plaisir qu'au début. Ça rentre encore, là, ça peut goûter bon encore, mais c'est beaucoup moins agréable aussi. Donc, ça peut nous aider de ce côté-là. Donc, de dire que le plaisir nous fait trop manger, ben non, moi, je vois des avantages de ce côté-là. Puis, tu sais, ça permet aussi de manger plus librement selon nos préférences aussi, selon nos sens, qu'est-ce qu'on perçoit. Ça, c'est pas une autre personne qui peut nous le dire. Tu sais, c'est d'être à l'écoute de nous. C'est de se faire davantage confiance dans nos choix alimentaires aussi. C'est d'être capable d'aller chercher ce qu'on a envie, ce qui va nous faire du bien à ce moment-là. Puis, si on veut aussi bien percevoir le plaisir, ben, on peut essayer de rendre le contexte du repas agréable aussi. Bien sûr, comme je le disais tantôt, ben, oui, avoir une faim modérée ou une faim moyenne avant de manger. Prévoir suffisamment de temps. Je sais que dans la vie, ça, c'est un obstacle majeur. Là. On est donc bien pressé. Ouais. Mais moi, en clinique, ce que je vois avec ma clientèle, c'est que souvent, on va me dire, je mange rapidement, mais c'est plus par habitude que par réel manque de temps. Ça se peut, là, des fois, qu'on soit pressé pour vrai, puis qu'on manque de temps, puis c'est bien correct, on fait ce qu'on peut. Mais si c'est une habitude de manger vite, puis moi, j'ai bien du fun en clinique avec ça, avec mes clientes, c'est parce que dans la vie, vous êtes une personne trop efficace. Tu sais, pour pas se culpabiliser ou se blâmer, de dire, ben c'est super là, dans notre travail d'être efficace puis de régler plein de dossiers en même temps, mais quand vient le temps de manger, ben on peut prendre 2-3 bonnes respirations puis s'accorder un petit moment, là, puis même ça fait du bien dans notre tête de décompresser un peu. Puis tu sais, pas manger trop vite non plus, ça, c'est ça. Puis de prendre le temps de déguster, d'apprécier les aliments aussi, tu sais, pour versus manger de façon automatique où là, on se rend compte que mon assiette est terminée puis j'étais comme pas là mentalement. Là. Oui, donc, on veut la ressentir, cette satisfaction-là. Oui. Puis, je pense que ce serait vraiment profitable de réconcilier le plaisir alimentaire puis la santé. Arrêtez de penser qu'avoir du plaisir, c'est pas bon pour la santé. Le plaisir alimentaire, il conduit pas nécessairement à l'excès. Puis si jamais on mange en excès, je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pas l'idée de plus avoir de plaisir. Puis, l'autre chose aussi, que je vois souvent, et peut-être de moins en moins, c'est que avoir du plaisir à manger, ça ne veut pas dire de se priver la semaine puis de se permettre de manger tout ce qu'on veut, soit le vendredi ou le samedi ou le dimanche. Là. Je pense que c'est normal que notre alimentation soit un peu différente là, si on travaille la semaine puis on est en vacances la fin de semaine. Ça va, mais que ce ne soit pas hyper contrôlé à certaines journées puis que là, on se rend compte que c'est n'importe quoi à d'autres journées où on s'accorde de manger ce qu'on veut. On ne devrait pas non plus avoir à calculer le nombre de plaisirs, de dire oui, moi j'ai du plaisir à manger, je m'accorde 2 plaisirs par semaine. On ne devrait pas avoir à calculer ça parce que ça, à mon avis, ça ressemble plus à un cycle de contrôle puis de perte de contrôle et non à du plaisir alimentaire. Fait que des fois, c'est peut-être de revoir la définition de ça. Donc, si notre relation avec la nourriture est saine, à ce moment-là, ça va se faire naturellement, là, les plaisirs, ça va être nuancé, puis on ne va pas sentir qu'on a besoin de contrôler ça, en fait. Oui. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment de prendre le temps de se déposer à l'heure des repas et d'accueillir le plaisir. Parce que souvent, on dit, mais c'est quoi avoir du plaisir? Qu'est-ce que je vais ressentir? Fait que souvent, quand on dit aux parents, mais votre enfant doit avoir du plaisir à manger, mais concrètement, il dit, mais il va avoir l'air de quoi? Il va rire? C'est quoi avoir de plaisir à manger? Et c'est ça qu'on essaye un petit peu de démystifier auprès des parents parce que ils sont les meilleurs modèles. Ils ont l'avantage d'être les premiers modèles pour leurs enfants. Fait que très souvent, je pense qu'il y a un petit travail, une petite, comme tu l'as dit, ton livre, c'est un livre de réflexion sur soi, je crois, pour nos enfants.
Un jour. Un jour. Oui, c'est ça. Puis tu sais, le plaisir alimentaire, ben parfois, malheureusement, il est négligé. Puis tu sais, on vit dans une culture des diètes, hein, tout ce qui nous amène à penser qu'on doit rapetisser notre corps ou modifier notre corps. Puis les préoccupations à l'égard du poids, ben ils laissent pas beaucoup de place à la satisfaction puis au plaisir de manger. Puis je suis gentille, là, quand je dis pas beaucoup, souvent, il y en a plus de place. Hein. Puis c'est dommage parce que plus le plaisir alimentaire est présent, bien, plus on va ressentir la satisfaction, puis plus on va arriver à manger les aliments dont on a besoin parce qu'on est à l'écoute de nous-mêmes. Tu sais, moi, j'aime ça faire des calculs. Des fois, je m'amuse là, avec ma calculatrice. Puis j'ai calculé ça hier. Je me disais, si on vit 100 ans, là, puis qu'en moyenne, on mange 3 repas par jour, là, ben, ça veut dire qu'on va avoir mangé 109 500 repas au cours de notre vie. Fait que si c'est ennuyant puis c'est pas le fun, là, ça va être longtemps. Ouais. Donc, il vaut mieux avoir du plaisir. Oui, puis tu l'as bien dit aussi, on parle de plaisir, on parle de satisfaction, puis moi, c'est souvent quelque chose que je rappelle aux parents en consultation, justement, quand on met, tu sais, je mise toujours sur la variété, puis mettez plusieurs choses sur la table parce que ça va permettre à votre enfant de pouvoir apprécier, de pouvoir, puis tu sais, des fois, moi, j'ai de choix, bof, je le mange, mais en effet, j'ai pas de plaisir. Ça va arriver, puis je dis toujours, je suis pas toujours en extase devant tous mes repas, mais des fois, juste de se poser la question, oui, mais c'est-tu vraiment ça que j'ai envie de manger? Est-ce que ça me fait vraiment du bien? Oui. Et en effet, le fait d'avoir le sentiment de plaisir, de satisfaction au repas, ça, c'est une façon de mieux ressentir notre rassasiement au repas. Tu sais, souvent, les gens, mais il est pas capable d'arrêter de manger ou même moi, je serais pas capable, je ne sais pas c'est quoi, là, moi, je suis pas capable. Mais c'est normal parce que le rassasiement, c'est peut-être pas aussi clair que le sentiment de faim ou ça gargouille, j'ai une baisse d'énergie, mais le rassasiement, là, c'est pas mon cerveau qui dit, OK, c'est beau, arrête. C'est toutes ces questions-là, à un moment donné, comme tu disais, ben là, il y a un désintéressement. Tu sais, des fois, on donne comme conseil, tu sais, je vous enlèverai votre assiette là. Est-ce que vous seriez vraiment déçus? Puis des fois, la réponse, c'est non, je le mangeais parce que c'était là, mais j'ai eu le temps d'être satisfait. Donc, on est tellement des fois dans le calcul de combien de bouchées qu'il a mangé, mais ça se peut pas qu'il ait assez mangé. Mais en bout de ligne, s'il y a plusieurs aliments sur la table, s'il y a une variété, s'il est satisfait, si on est satisfait du repas, on va être capable de s'arrêter puis de pouvoir apprendre à faire confiance à notre corps et à faire confiance à nos enfants dans la reconnaissance de leurs signaux de faim puis leurs signaux de rassasiement, là. Ben oui, parce que notre corps a besoin de nutriments, évidemment. Je ne vous apprendrai rien ici. Mais on peut, même si on avait la combinaison parfaite d'aliments là, pour aller chercher tout ce qu'on a besoin en termes de calories, en termes de vitamines, de minéraux, ben, si on n'a pas eu de plaisir, on va probablement retourner dans le garde-manger ou dans le réfrigérateur, voir s'il y a d'autres choses intéressantes. Et voilà, exactement. Mais c'est exactement ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça, nourrir la bienveillance et le plaisir. Oui. C'est la base. Karine, dans ton livre, tu énumères, pour ceux qui nous écoutent, c'est le chapitre 45. Alors là, après cet épisode-là, vous vous dirigez à la librairie, direction achat du livre de la culture des diètes à l'alimentation intuitive, chapitre 45, qui est un gros coup de cœur. Tu énumères également différents types de plaisirs alimentaires. Est-ce que tu peux nous les nommer et nous parler brièvement de chacun? Parfait. En fait, il y a, des fois, on va souvent dire le plaisir alimentaire, mais en fait, il y en a plusieurs. Fait que si on les décortique, il y a le plaisir physiologique ou des fois, on peut dire biologique aussi, celui d'apaiser notre faim. Donc, quand on a faim, c'est un plaisir. Hein, les 2 premières bouchées, là, le plaisir, même il y a un plaisir sensoriel aussi. Il y a même des études qui montrent que quand on a faim, on va davantage percevoir les odeurs des aliments. Tu sais, on est comme prêt, là, on est un petit peu comme des animaux. Puis, ce plaisir-là, tu sais, de manger des aliments qui vont nous satisfaire, c'est comme, tu sais, si je le définis un peu dans mes mots, c'est se sentir bien nourri, se sentir en bonne forme. Je ne sais pas si vous en avez des aliments ou des repas qui vous viennent en tête ou vous vous sentez bien après les avoir mangés. Y a-t-il quelque chose qui vous vient en tête? Il y en a beaucoup, mais ça dépend toujours. Moi, présentement, c'est ma sandwich au fromage qui me fait toujours beaucoup de bien. Le matin, ou un bon muffin aussi, souvent. Là, c'est ça. Les premières bouchées, comme tu disais, là, le muffin qui vient de sortir du four, là, il est bon, il sent bon, puis il est satisfaisant aussi dans mon bedon, là, dans mon ventre. Là. C'est ça.
Ouais. Tu vois, dernièrement, moi, c'est mes galettes à la citrouille de science et fourchette. Ah Écoute, oui, ça sent bon, c'est moelleux, c'est du bonbon dans la bouche. C'est vraiment du ouais. plaisir. Oui. Mais moi, ce qui me vient en tête, parce que là, c'est l'automne, c'est le chili végétarien de Ah, Ricardo. Tu sais, avec des haricots rouges, il y a plein de légumes, ça sent bon. Il y a quelque chose de réconfortant. Puis après en avoir mangé, je me sens bien nourrie. On dirait que j'ai donc bien ouais. de l'énergie. Donc, ça, c'est un plaisir physiologique. Ensuite, il y a le plaisir affectif. Donc, ça, c'est lié aux sensations de sécurité, de bien-être, de réconfort, de détente. Hein. Puis ça, déjà, là, dès la naissance, c'est un Ouais. plaisir qui est là parce que on peut s'imaginer là, une des premières sensations de plaisir d'un petit bébé qui vient de naître, ben, ça va être de boire du lait. Puis Oui, c'est pas c'est ça. juste à la naissance, ça, c'est même jusqu'en fin de vie, parce que le plaisir affectif, il peut aussi devenir une des dernières sources de satisfaction d'une personne en fin de vie. Tu sais, là, on n'est plus à se préoccuper de la valeur nutritive, là, c'est le Non. plaisir à 100%, là. C'est Mhm. vraiment les derniers moments. Donc, ça peut nous apporter encore du plaisir. Donc, Ouais. ça, c'est intéressant. Ouais. Il y a le plaisir social aussi, un plaisir qui nous a beaucoup manqué ces derniers mois. Ouais. Mhm. Donc, c'est le plaisir qu'on ressent quand on partage un repas avec d'autres personnes. Donc, c'est un plaisir qui est lié à la convivialité, au partage. Puis, les événements importants de notre vie, hein, ils sont souvent marqués par un bon repas, soit en Mhm. famille, avec nos proches, nos amis. Puis, on peut s'imaginer, là, quand on reçoit quelqu'un à manger, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, on va choisir le repas, on va regarder les recettes, on va faire les courses, on veut des bons ingrédients, on va cuisiner, on va vouloir avoir une ambiance agréable aussi, tu sais, peut-être mettre de la belle musique, on veut que ce soit un bon moment. Ensuite, on a le plaisir sensoriel. Donc, celui-là va avoir une influence sur nos choix alimentaires. Il va nous aider à satisfaire nos préférences aussi, de quoi on a envie. Tu sais, on peut se demander de quoi on a envie en prêtant attention aux caractéristiques sensorielles des aliments. Par exemple, est-ce que j'ai le goût de manger quelque chose de plus sucré, de plus salé? La texture aussi, de quoi j'ai Mhm. envie? Est-ce que j'aime ça, moi, la texture croustillante? Mhm. Ou j'ai le goût d'une texture qui est plus crémeuse ou ça peut être la température de l'aliment aussi. Là, ben, avec les saisons, on va le sentir. À l'été, on Ouais. a le goût de manger plus froid. L'hiver, ben, on aime ça. Ou l'automne, ben, quand il commence à faire froid, on aime ça avoir quelque chose de plus réconfortant, de plus chaud, d'aller vers ça aussi. Fait que ça, c'est intéressant, là, un petit exercice avec le plaisir sensoriel. On peut se demander, avec les caractéristiques, là, le goût, l'odorat, la texture, de quoi on a vraiment envie, puis voir est-ce que ça donne un aliment, ça, au bout du compte. Puis, tu sais, des fois, en s'exerçant à le faire, ça devient plus clair dans notre tête. Mais si, par exemple, on a suivi beaucoup de diètes amaigrissantes ou on n'a pas l'habitude de s'écouter, des fois, c'est difficile, ça, au début. Ouais. On dirait qu'on ne sait plus ce qu'on aime vraiment parce qu'on est plus dans notre tête à essayer de manger ce qu'on pense qu'il est correct de manger, tu sais. Ouais. Ouais, puis Mm. c'est quelque chose qu'on en ayant travaillé beaucoup avec des adultes, j'avais souvent des dames, là, pour ne pas le dire, parce que c'est principalement féminin, Ouais. ma clientèle, mais des fois, il y en avait qu'ils avaient complètement perdu ce plaisir-là. Puis, Oui. tu sais, moi, quand on me disait, hey, s'il pouvait juste exister une pilule Mm. pour manger, puis je me disais, ben, tu sais, je pense pas que vous seriez nécessairement à ce point Ouais. satisfaite. Puis j'aime bien, tu sais, quand tu énumères les plaisirs, tu sais, le plaisir sensoriel, là, moi, j'aime bien le décrire avec les parents. Tu sais, quand ils vont dire, ouais, mais là, il mange plus son assiette, mais là, il veut absolument avoir son Ah dessert, mais il oui. a plus faim. Ouais. Mais c'est Ouais. normal parce que son plaisir Voilà. biologique, physiologique a été comblé, il se Ouais. sent nourri, mais là, Mhm. il a besoin de son petit plaisir sensoriel parce que le petit goût sucré, peut-être à la fin du repas, Ouais. il trouve ça le fun, puis c'est pas à démoniser, justement, parce Mais que oui. de cette façon-là, il apprend, comme je dis, à rester connecté à son sentiment de Mm. rassasiement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent aux parents. Oui, Ouais. ça se peut qu'il n'a C'est plus correct, hein? faim pour cet aliment-là, Ouais. mais ça ne veut Ouais. pas dire qu'il n'y a plus faim du tout, puis que le dessert est de trop. Donc, ça, c'est Ben, beaucoup de déconstruction à faire avec les parents parce que eux ont l'impression, parce qu'on a été élevés comme ça aussi, là, euh, mm. donc, il se décrit bien dans les plaisirs que tu décris dans ton Ouais. livre et que tu nous as décrit. Ce que tu décris, ça s'apparente au rassasiement sensoriel C'est ça? spécifique. Ça veut dire d'être rassasié pour un aliment, peut-être, je sais pas, là, Ouais. un aliment salé et croustillant. Ouais. Ça, j'ai plus envie de ça. Je suis rassasiée pour ça, mais je vais avoir, comme tu le mentionnais, peut-être le goût de terminer avec quelque chose de sucré, ce qui est tout à fait normal. C'est pas anormal. Mm. Ah, Puis, j'adore.
Oui. J'aime ça quand tu dis c'est normal. Cette phrase-là, je pense qu'on va même la faire à une publication signée Karine Graville parce que c'est très difficile pour un parent de vraiment saisir le sens de c'est normal que mon enfant ait le goût de la fraise au lieu du brocoli. En début de repas, puis revenir à son brocoli. Son besoin, il est là, il est présent. On y répond. Ça ne va pas enlever le plaisir envers d'autres aliments. Au contraire, c'est de leur faire confiance et de leur permettre de découvrir tout ce panel-là de goût et de saveurs. Ils seront en découverte, en fait. C'est vraiment... Oui, de leur donner l'occasion et la chance de découvrir tous les aliments sans avoir d'ordre de consommation. Ça, je pense que... Surtout là où les parents accrochent. Puis, il y a aussi un autre plaisir, le plaisir épicurien. J'aime tous les plaisirs, mais je pense que j'ai un petit fait pour celui-là. Puis, en fait, il y a des études scientifiques sur ce plaisir-là, et ça vient des chercheurs en marketing alimentaire, Yann Cornil et Pierre Chandon. Puis, sa définition du plaisir épicurien, c'est un plaisir qui va provenir de l'expérience sensorielle alimentaire, puis aussi des représentations culturelles et symboliques qui sont associées à l'alimentation. Donc, ce que ça veut dire, là, si on sort un peu de cette définition-là, c'est que ça concerne principalement les traditions culinaires. On a toutes des traditions, il y a des différences, puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est aussi les rituels volontaires. Puis ça, vous me direz si vous en avez, là, mais ça peut être, par exemple, et moi, je me rends compte que j'en ai vraiment des rituels. Là. J'ai mon bol préféré pour manger mes céréales. C'est celui-là que ça me prend. J'ai mon bol pour mon café. J'ai ma cuillère préférée. Donc, c'est vraiment... Est-ce que je suis toute seule? Non. Non, ça va. Non. Puis même les enfants les ont, ces différences-là, qui vont changer. Oui, exactement. Mais moi, ça, je trouve ça vraiment charmant en passant. Là. C'est tous ces petits rituels, les petites habitudes qu'on peut avoir. Puis, c'est relié là, aux différents plaisirs de la table. Et ce que ces chercheurs-là ont montré, donc les résultats là, de leur étude, c'est que ce type de plaisir-là, le plaisir épicurien, il est inversement corrélé aux préférences pour les grandes portions. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les mangeurs épicuriens, ils sont reconnus pour favoriser la qualité sensorielle des aliments, la qualité esthétique et symbolique de l'alimentation, puis ils vont tendre à préférer des tailles de portions qui sont plus modérées. Ils mangent même pas plus. Hey! puis ils profitent de leur repas. Donc, je pense que ces études-là, moi, je les ai adorées, ces études-là. Puis, l'idée aussi, c'est là de remettre en question ce discours moralisateur concernant le plaisir alimentaire, de se dire qu'on est rendu en 2021, on a des belles études qui montrent que c'est bon pour la santé physique, la santé psychologique. Et à mon avis, ça, c'est une excellente nouvelle aussi. Oui. Puis, l'idée, c'est vraiment d'apprécier là, toutes les dimensions reliées à l'alimentation. Manger, c'est pas seulement de manger un assemblage de nutriments, mais je sais que vous savez ça, là, mais je le dis pour le bénéfice de tout le monde. Donc, d'apprécier les différentes dimensions sensorielles, esthétiques, symboliques aussi de l'alimentation. Puis, pas seulement le pouvoir rassasiant des aliments. Ça, c'est une partie des aliments, mais c'est loin d'être juste ça. C'est une toute petite partie. Puis, si on ignore tout le reste, je pense que notre vision de l'alimentation, là, elle a intérêt à s'agrandir. On a intérêt à voir plus large que ça, plus vaste que ça. Puis, pour vous dire, là, j'aime tellement ces études-là que sur mon site web, il y a une citation d'Épicure qui dit « Le sage ne choisit nullement la nourriture la plus abondante, mais la plus agréable. » Et ça, ce que ça veut dire, c'est que le plaisir, il est lié à la qualité des aliments. Pas des aliments qui coûtent cher, là, c'est pas ce que ça veut dire quand on parle de qualité, mais c'est des aliments qui vont nous faire plaisir. Ça pourrait être une tomate de mon jardin que j'ai vu grandir, puis là, je décide de me faire un sandwich aux tomates avec du bon pain, là, puis de la bonne mayonnaise, ma préférée, là, puis ça va être vraiment agréable. Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Donc, ce plaisir-là, il est lié à la qualité, puis il n'est pas tant lié à la quantité. Donc, une grande quantité d'aliments va pas tant me satisfaire, je ne vais pas ressentir de plaisir tant que ça. Là. C'est pour ça que ça vient rétablir les choses, en fait, ces études-là sur le plaisir alimentaire.
Oui, puis je pense que tu le décris bien, puis quand on disait ça mène pas nécessairement à la surconsommation, ben je pense que des fois quand on essaie de comprendre un petit peu mieux pourquoi nous comme adultes ou des fois peut-être un enfant là pourrait se rendre à surconsommer puis aller au-delà de son sentiment de rassasiement, puis je pense qu'une des choses des fois à venir voir c'est peut-être parce que on recherche le plaisir puis que le plaisir et la satisfaction sont juste jamais là, puis qu'à un moment donné on se remplit, mais parce qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on doit venir combler, mais que le plaisir est disparu dans l'assiette et la satisfaction n'est plus là aussi. Là. C'est ça. Oui, puis si on a l'impression qu'on mange en excès puis que là, il y a quelque chose qui va pas bien, ben je pense que c'est les raisons qui nous amènent à manger en excès. Exactement, c'est ça. Non négliger le plaisir ou penser non, du plaisir, ça va me faire trop manger. Ouais, exactement. Ouais. Moi, j'ai envie de te poser une question, Karine, pour terminer. Les parents qui nous écoutent, qui ont peu ou pas de plaisir à table, qu'ils aimeraient, ont entendu le discours, puis ils disent, OK, je commence par où? Si tu avais 3 petits conseils aux parents qui aimeraient inviter le plaisir à table, quels seraient tes top 3 recommandations signées Karine Gravel, vraiment de base, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On commence par quoi? Quelles sont les 3 petites astuces qu'on pourrait dire aux parents? Commencez par ça pour vous. Puis, on le sait qu'on est les modèles, les meilleurs modèles pour nos enfants. Ils apprennent par imitation, les enfants, entre autres. Alors, si jamais tu aurais quelques conseils, peut-être 1, 2 ou 3, ce qui te vient en tête. C'est parfait. Ben oui, puis on parle souvent du rôle de modèle, hein, puis l'idée, c'est pas de se mettre de la pression là, comme parents, mais de peut-être des fois de porter attention quel discours même on a par rapport aux aliments, si on critique tout le temps ou il y a des aliments même qu'on ne mange pas, ben, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que nos enfants apprennent à intégrer tout ça. Donc, première chose, de porter attention à ça pour s'améliorer, hein, pas pour se culpabiliser. Puis, une chose qui pourrait être intéressante, c'est que quand il y a des nouveaux aliments, que ce soit comme une découverte puis que ce soit quelque chose d'agréable. Je me souviens, moi, je disais tantôt, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai déjà eu un copain qui avait des enfants. Puis quand il y avait 4 puis 6 ans, là, quand il y avait des nouveaux aliments, là, les enfants arrivaient en courant pour goûter ce qui était nouveau. Il y avait des fines herbes, là, puis c'était comme, venez-vous-en. Puis je me souviens encore des enfants qui arrivaient pour venir goûter. C'était quelque chose d'agréable. On essaie de décrire qu'est-ce que c'est. Ça, c'était vraiment charmant. Ensuite, pour intégrer un petit peu plus de variété. Puis, les enfants, je pense, c'est ça, ils sont curieux, ils apprennent. Donc, de voir... à intégrer des nouvelles recettes ou même faire participer les enfants aussi, à cuisiner. Puis je suis certaine que vous en parlez. mais de les intéresser à ça, mais surtout d'essayer de voir ça, je pense, comme un jeu. C'est quelque chose qu'on expérimente. Puis, avec ma clientèle adulte, moi, c'est quelque chose que j'essaie de ramener ça avec le plaisir alimentaire, prendre le temps de le déguster, de reconnaître nos préférences. Puis quand j'étais étudiante au doctorat, je vais terminer là-dessus, j'animais des ateliers de dégustation sensorielle avec des participantes de recherche. Puis souvent, ces femmes-là me disaient « Hey, c'est fun, on joue avec la nourriture. » Puis une fois adulte, on fait plus ça, on le fait faire à nos enfants là, parce qu'eux, ils apprennent, mais là, tout d'un coup, qu'on devient adulte, ça devient bien sérieux, puis là, ça devient vraiment fonctionnel. Mais l'idée, c'est de continuer d'avoir du plaisir, puis de voir comment on peut découvrir encore, même à l'âge adulte. Hein, il y a toujours des nouvelles recettes, des nouveaux aliments, des nouvelles tendances alimentaires. Donc, de voir comment on peut prendre plaisir dans tout ça. Puis là, je ne sais plus, je suis rendue à combien de conseils. Là, ben, t'en as donné, il y en avait 3, je pense. Écoute, merci encore pour ta présence, Karine, et au plaisir de jaser à nouveau avec toi à une autre occasion. Nous allons mettre les notes de cet épisode et tous les liens vers tes plateformes et tes recommandations de sites chouchou et aussi pour ton livre. Alors, merci encore, Karine, pour ta présence. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci. Voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des questions, des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins.
Merci tellement d'être là. On a hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mel. Bye Coco, bye Karine. Bye.